Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous. L'équipe de CNN se trouve à Libreville pour une raison. Le 10e anniversaire de l'UIL, l'Université internationale de Libreville. Et là, le somptueux palace qui nous accueille n'est autre que le Radisson Blu de Libreville. Dans cette émission, nous irons en Côte d'Ivoire. On va parler du Gabon, du Burkina Faso, des États-Unis d'Amérique, du Mexique, de la RDC, du Congo, du Bénin, du Burundi et du Tchad. Ils sont avec moi. Ici, il s'agit de Ulrich à la caméra. Et mon réalisateur du côté de Libreville n'est autre que Nestor Ngoumier, qui est un très grand monsieur quand on parle de télévision sur le continent africain, avec une base référentielle, c'est-à-dire le Gabon. Restez des nôtres, vous êtes sur Constieka All Week News. Je suis Constieka. À tout seigneur, tout honneur, tout à fait normal, l'équipe de CNN à Libreville. D'abord, nous présentons ce somptueux cadre qui est le Radisson Blu au cœur de Libreville. C'est un cadre propice pour tous qui viennent des États-Unis, de France et qui aimeraient la destination Libreville. C'est un cadre chic, paisible, au cœur même de Libreville. Et nous sommes là pour les 10 ans de l'Université internationale de Libreville. Je demande à Marcel Bassolet de présenter l'Université internationale de Libreville, que vous voyez, cette belle bâtisse qui fête les 10 ans de son université, avec de nombreuses festivités qui sont déroulées depuis vendredi et samedi, avec des remises des parchemins aux lauréats, aux promotions 2023-2024. Ce très belle enceinte universitaire au Gabon accueille tous les jeunes Africains. Les parents doivent désormais envoyer leurs enfants faire des belles études et une belle formation du côté de l'UIL, l'Université internationale de Libreville, qui fête ses 10 ans. On y reviendra dans une prochaine émission pour parler spécifiquement de ce 10e anniversaire, et ce sera avec une projection d'un documentaire de 26 minutes dans un spécial Constieka All Week News. Restez les nôtres. Nous sommes au Gabon, à tout seigneur, tout honneur. Nous allons parler du Gabon. Ce pays présidé par son excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, vous le savez déjà, c'est un secret de polichinelle, se lance à la course aux présidentielles. Les présidentielles, avec le général Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est au Gabon, le 12 avril 2025. Et au Gabon, on a rencontré cette ferveur, les jeunes Gabonais, tout. D'abord, le pays est très calme et tout le monde est de connivence, tout le monde est d'accord que le président de la transition a eu raison de se lancer à la magistrature suprême. Et rien de plus normal que de vous dire que la raison de CNN au Gabon, c'est le 10 ans, les 10e anniversaire de l'Université internationale de Libreville, un joyau architectural déjà pour commencer, et surtout le fleuron même de ce qui se fait de mieux dans l'adéquation études, formation et autres pour les étudiants africains, pour permettre aux jeunes Africains d'être tout de suite opérationnels sur le marché gabonais. L'Université internationale de Libreville, dont le campus est situé au PK23, était en fête depuis le 21 mars 2025. Un programme alléchant, la célébration du 10e anniversaire de l'Université internationale Berthéjean. Surtout quand on sait que les choses ont été bien faites. Une université qui nous rappelle des grandes universités, peut-être même d'ailleurs en mieux, des grandes universités internationales, un très beau cadre où les enfants ne sont sujets à aucune distraction et ne sont concentrés qu'à leurs études. Je vous retrouve juste après la réclame. Nous restons toujours au Gabon, comme je disais tantôt, il est encore chef de l'État par transition, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est encore là, et ce jusqu'au lancement des élections présidentielles, pour lequel il est candidat, et candidat avec comme mouvement politique le mouvement des bâtisseurs. Il se dit d'ailleurs indépendant, mouvement des bâtisseurs, et tout le monde regarde.
Suffit d'arriver à Libreville et de voir ce qu'en un an, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a offert aux Gabonais. Nous allons parler du Gabon. La présidentielle 2025 est prévue pour le 12 avril au Gabon. À cette occasion, les candidats recalés font des recours à la Cour constitutionnelle dans l'espoir d'avoir gain de cause. Depuis Libreville, on va retrouver Gozo Richard, aux côtés, comme je disais, de Nestor, mon collaborateur du côté de Libreville. On va retrouver comme ça Janineta, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. La période du 13 au 21 mars 2025 est cruciale car c'est à cette période que la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, conformément aux dispositions de la Constitution du 19 décembre 2024, de la Charte de la transition et de la loi organique portant sur le code électoral en République gabonaise, devra rendre sa décision sur tous les recours des candidats qualifiés pour la présidentielle du 12 avril 2025. Ces auditions en plénière sont dans cette optique une tribune indiquée qui amène ces derniers à mieux étayer leurs requêtes. Les critères d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilité sont déterminés par les dispositions légales en vigueur, mais également les questions relatives au conflit de compétences sont entre autres celles qui ont alimenté les débats. Il y avait l'acte de naissance qui manquait. J'ai dit que dans des délais aussi courts, il n'est pas possible de fournir l'acte de naissance de mon père ou de ma mère qui sont décédés depuis. Les incapacités qui sont bien évidemment développées dans l'article 39 de la loi électorale en question, eh bien, ne peuvent pas concerner, par exemple, l'état marital, la situation de fortune. Donc, j'ai demandé à la Cour de déclarer l'inconstitutionnalité des dispositions me préjudiciant. La Cour nous a dit, jeudi, répondre. Mais pour ce qui est de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, il fait d'une loi générale qu'est le code électoral, eh bien, une loi supérieure à une loi spéciale qu'est le statut particulier des militaires. Et il est clairement prévu dans ce statut particulier des militaires, des dispositions 73 et suivants, que bien évidemment, un militaire ne peut pas être candidat à une élection présidentielle. Au terme de son audition, M. Alain Simplice ne s'est pas exprimé devant la presse. Michel Ngounou, quant à lui, a répondu favorablement et difficilement dissimulé son ressenti. La Cour est compétente pour tout ce qui relève du contentieux électoral, préélectoral, électoral, post-électoral. La Cour est compétente. Comme je vous l'ai dit, j'ai confiance parce que si j'estimais qu'elle ne l'était pas, je n'aurais pas eu recours à son jugement. La Cour constitutionnelle applique strictement le droit et uniquement le droit en respectant les délais nécessaires tout en se basant sur les dispositions de la Constitution du 19 décembre 2024, de la Charte de transition et de la loi organique relative au code électoral en République gabonaise. Nous restons toujours à Libreville et je demande à Marcel de nous présenter un tout petit peu comme ça Libreville. Un Libreville version 1 an, c'est-à-dire le nouveau visage de Libreville avec ses beaux sites. Et surtout, c'est un pays qui donne envie aussi de venir, comme nous, faire des belles choses. Et surtout, la référence dans ce pays, c'est l'instruction. L'instruction et une adresse, l'UIL, l'Université internationale de Libreville, qui fête les 10 ans. Nous restons toujours au Gabon pour parler de ce pays. Le président, doit-on le dire, du mouvement des bâtisseurs au Gabon, le général de brigade, président de la transition, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à la remise de 300 titres fonciers. Je dis bien 300 titres fonciers. Ça, c'est tout à son honneur. Reportage depuis Libreville, Janineta, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le président de la République du Gabon, président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à la remise officielle de 300 titres fonciers à 300 familles gabonaises à Igoumi, dans le 2e arrondissement de la commune d'Owendo. Cette remise de titres fonciers, qui est dans sa 3e phase, s'inscrit dans le cadre d'un ambitieux programme immobilier à fort impact social ayant pour objectif d'élargir et d'améliorer l'accès
l'accès à la propriété foncière pour le plus grand nombre. Engagé à résoudre l'épineux problème du foncier aux côtés du président de la transition, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et du Cadastre, n'a pas manqué de rappeler le caractère social de ce projet qui vise à améliorer les conditions de vie des Gabonais. La remise symbolique ce jour du 3e lot des titres de propriété est la matérialisation de votre vision qui vise l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Je suis particulièrement ému en ce jour de 3e phase de remise des terrains à 300 nouveaux compatriotes. Cette émotion s'explique par 3 faits majeurs. Le respect de la parole donnée par le président de la République, chef de l'État, la satisfaction d'un devoir accompli, le bonheur des compatriotes bénéficiaires des terrains. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre l'État gabonais et la société civile immobilière des résidences pour tous qui découle de la vision, de la détermination et de l'engagement des plus hautes instances pour restaurer la dignité du peuple gabonais. La cérémonie qui nous réunit ce jour, marquant la remise des titres fonciers aux acquéreurs du site d'Igoumié, est une preuve concrète de votre vision et de votre détermination. Très honoré par ce geste louable du chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui participe à la sécurisation des familles ainsi qu'au développement de la commune, les bénéficiaires ont tenu à lui témoigner leur profonde gratitude tout en le rassurant d'en faire bon usage. Vraiment, je remercie Monsieur le Président de la Transition de nous avoir attribué ces titres fonciers. Vraiment, merci. Les 300 nouveaux bénéficiaires s'ajoutent aux 250 précédemment établis sur une superficie de 120 hectares. Cette cérémonie, empreinte de patriotisme, marque la démystification du processus d'acquisition du titre foncier au Gabon. Nous restons toujours à Libreville, ce pays présidé par son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Reportage depuis Libreville, Jean-Ninetta Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Au cours de sa visite dans le département du Komomanda, le président de transition, président de la République du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, n'a pas dérogé à la règle dans sa pratique sportive quotidienne. Ici, sur la façade maritime de la localité, il échange avec les jeunes de Donguila, en particulier ceux travaillant dans le secteur de la pêche. L'objectif était de comprendre les réalités et les défis auxquels ces derniers font face. Au cours de ces échanges, les jeunes pêcheurs ont fait part de leurs inquiétudes concernant les limitations imposées par la réglementation de la pêche dans leur région, y compris la sauvegarde du parc de Pongara, une zone essentielle pour la reproduction des poissons où la pêche est interdite. Ils sont donc contraints à ces restrictions. Il faut aujourd'hui qu'on puisse industrialiser le secteur de la pêche. On ne va plus donner ça aux autres. Tous les permis qu'on signait là-bas, on va les signer avec nous-mêmes, les Gabonais, vous autres. Ça veut dire que quand le ministère de la Pêche achète des gros bateaux, c'est vous qui êtes là-dedans. Vous allez en haute mer là-bas, vous pêchez et vous ramenez du poisson. C'est aussi ça, le développement. C'est le développement. Je vais vous trouver des pirogues, des moteurs hors bord. Là, vous pouvez aller pêcher en haute mer. Là-bas aussi, il y a du poisson. En étant en contact avec les pêcheurs et à l'écoute de la communauté, le président de la transition et président de la République du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, est véritablement au cœur du quotidien des pêcheurs. Je vais aider les jeunes, mais aidez-moi à vous aider. Quand ils viennent à je dis, écoutez, c'est des Gabonais, ils ont leur papier, vous les laissez tranquilles. Le président de transition, président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, est déterminé à transformer le potentiel naturel incontestable de la localité de Donguila pour son développement économique et socio-culturel. Le chef de l'État a tenu à manifester son soutien aux femmes commerçantes de la localité en leur offrant 2 conteneurs qui faciliteront désormais le transport de leurs marchandises. Nous quittons le Gabon pour le Burkina Faso en Afrique de l'Ouest.
ce pays présidé par son Excellence Ibrahim Traoré, le pays des hommes intègres. Au Burkina Faso, une détermination commune à promouvoir la paix, le développement et la solidarité internationale. Tel est le vœu du président de la République du Burkina Faso. Richard Gérard, Janineta Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé nous en font un reportage. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, a reçu en audience M. Bruno Rodriguez Parilla, ministre cubain des Affaires étrangères. Après l'audience, le ministre des Affaires étrangères cubain a souligné la détermination des deux nations à intensifier leur coopération dans le but d'atteindre des objectifs communs de paix et de développement international, ainsi que des progrès pour les peuples d'Afrique et d'Amérique latine. Je suis très contente de visiter encore une fois Ouagadougou. J'ai les mémoires dans mon cœur de ma première visite à ce pays il y a 20 ans. Et je viens d'avoir une excellente réunion avec le président Traoré où nous avons confirmé les liens d'amitié qui unissent le Faso et Cuba, le haut niveau de nos relations bilatérales et également notre volonté de continuer de coopérer pour nous aider dans la concrétisation des objectifs de paix, de développement international et également de développement de nos peuples en Afrique, en Amérique latine et en général dans le monde. Nous avons partagé des points de vue en commun sur l'agenda international. Nous nous sommes félicités de la coopération réciproque que nous maintenons entre nos deux pays, car pour Cuba, le Burkina Faso et l'Afrique continuent d'être une priorité, inspirée sur les relations historiques de nos deux peuples et de nos deux nations et de l'amitié historique également entre feu le président Thomas Sankara et Fidel Castro. Nous nous sommes également félicités et nous nous sommes réaffirmés nos liens de solidarité et de lutte pour les causes justes qui défendent nos deux gouvernements. J'ai tenu à exprimer notre gratitude au peuple, au gouvernement et au président Traoré pour la solidarité du peuple de Burkina Faso vis-à-vis de Cuba. Le ministre cubain des Affaires étrangères, M. Bruno Rodriguez Parilla, s'est réjoui de l'engagement commun des deux gouvernements dans la lutte pour les causes justes. Il a exprimé sa gratitude au peuple, au gouvernement et au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la solidarité vis-à-vis de Cuba. Après le Burkina Faso, rien de plus normal, parce que je dis, on peut traverser à vélo la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est de notoriété publique et c'est su de partout dans le monde, même si vous nous suivez au Kazakhstan. Le président de la République n'est autre que son Excellence, le grand bâtisseur, après Félix Houphouët-Boigny, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Voilà un président, comme j'ai toujours pour habitude de dire, qui parle peu et qui pose des actes. Et des actes, vous en verrez dans cette émission, dont un récent événement a encore marqué la Côte d'Ivoire. Le déroulé est tel prévu par l'organisme en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, la CEI, a rendu officielle la liste électorale provisoire qui suscite des remous. Reportage Ousmane Koulibaly, assisté de Eddie Lévite-Vaunan, Janineta, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. La liste électorale préliminaire pour les prochains scrutins est désormais accessible. Un exemplaire numérique de ce document essentiel pour le processus électoral a été officiellement remis par la commission électorale indépendante aux principaux acteurs. Nous allons l'examiner, l'analyser et puis nous allons également appeler les Ivoiriens en général, mais aussi les électeurs des candidats du RHDP à aller consulter la liste électorale provisoire. L'année 2024 ne commence pas en juillet 2024. On aurait pu programmer la RLE plus tôt, d'autant plus que la CEI est une organisation qui a de l'expérience. Le chronogramme, nous, c'est par rapport à la révision de 2024. Mais là où nous ne sommes pas satisfaits, c'est par rapport à la révision de 2025. Mais le Front populaire ivoirien tient à cette révision de 2025. Ça leur coûte quoi de faire une révision en 3 semaines, 1 mois,
et puis raccourcir les délais. Le président de la commission électorale indépendant a tenu à clarifier les points de divergence relatifs à la mise à jour de la liste électorale. Il était prévu de vous mettre la liste électorale définitive en mars, pour que vous ayez mars, avril, mai, juin, juillet et août même, 6 mois comme vous l'avez souhaité. Mais comme vous avez reculé, on ne peut plus le faire. On est obligé de vous donner la liste définitive en juin. Mais entre-temps, il faut qu'on fasse le traitement. Mais à notre grande surprise, une partie des acteurs politiques nous demande de faire la révision. Mais on dit on ne peut pas faire une révision dans une révision. On n'a pas terminé la révision qui est en cours. Parce que quand vous devez faire une révision, mais vous vous inspirez de la révision précédente. Or, celle qui précède n'est pas terminée. Chaque électeur est invité à aller vérifier si son nom figure sur la liste électorale affichée dans son bureau de vote. Cette vérification peut également se faire en ligne sur le site du CEI ou par SMS. En conséquence de ces rejets et de ces opérations de réqualification, la commission électorale indépendante a retenu finalement 1 432 827 nouveaux recensements. Parmi les nouveaux qui ont sollicité leur inscription, il y avait des personnes qui étaient déchues de leurs droits civils et politiques et ils étaient au nombre de 12. Donc eux aussi, ou elles aussi, ces personnes-là, on les a sortis. Parce que la révision de la liste électorale a vocation à tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral, 293 électeurs ont été radiés de la liste définitive de 2023 pour déchéance des droits civils et politiques et 20 529 autres pour cause de décès, la liste électorale de 2023. C'est elle qui fait l'objet de la révision pour être la liste électorale de 2024-2025. Cette phase d'affichage marque véritablement le début d'une période déterminante, celle du contentieux, et qui se tiendra du 22 mars au 5 avril 2025. L'Afrique s'exporte et s'exporte bien. Nous allons du côté des États-Unis et là-bas, l'Afrique aussi a bougé. L'Afrique a fait parler d'elle. Le pays présidé désormais par Donald Trump, son Excellence Donald Trump, chef de l'État américain. Et dans ce pays, les grandes entreprises montrent un vif intérêt pour l'offshore ivoirien aux États-Unis. Reportage Séverin Tchatchoua, Gozo Richard, Janine Eta et Marcel Bassolé. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafoa Koulibaly, aux États-Unis d'Amérique, a pris part à une session spéciale avec la Bilateral Chamber, la chambre de commerce bilatérale des États-Unis d'Amérique, basée à Houston. Au cours de cette rencontre, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de Côte d'Ivoire a présenté la vision du gouvernement ivoirien qui aspire à faire de la Côte d'Ivoire un modèle en Afrique pour la gestion responsable, inclusive et transparente des ressources extractives et énergétiques sous le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Cette perspective a été grandement plébiscitée par les entrepreneurs aux États-Unis d'Amérique. Nous espérons pouvoir donc poursuivre les discussions et puis arriver à concrétiser donc le financement des projets phares qui nous tiennent à cœur, notamment les investissements dans les infrastructures de réception, de stockage, le développement des activités de raffinage et puis bien sûr l'exploration de production. On a présenté les blocs que nous avons qui sont disponibles, donc nous avons 21 blocs. Et pour les projets structurants, nous avons parlé de stockage, nous avons parlé de pipelines qui quitteront Abidjan jusqu'à Fekese-Degou. Nous avons parlé également de stockage de butane et puis des projets du gaz naturel pour pouvoir satisfaire la demande des mines et surtout des industries. Un plaidoyer qui a captivé l'auditoire. Les membres de la Bilateral Chamber déclarent être disposés à exploiter les opportunités que propose la Côte d'Ivoire. Le rapport a été très détaillé et assez impressionnant. En fait, il y a facilement 10 milliards de dollars d'investissement dans les 5 prochaines années qui va recréer un futur assez fort pour l'industrie pétrolière et énergétique du pays. Nous, à la Chambre de commerce, on voit plusieurs pays. On est extrêmement impressionnés
et on aura le plaisir de travailler de façon plus proche avec eux, surtout que cette première fois était assez extraordinaire. Pour illustrer sa détermination, l'Agence américaine pour le commerce et le développement a annoncé en cours de session qu'elle était prête à financer les études techniques des projets présentés. C'est un premier pas vers une éventuelle collaboration qui pourrait marquer une nouvelle étape dans les relations énergétiques entre Abidjan et Washington. Toujours restant un peu dans les environs des États-Unis, on va parler du Mexique. Le Mexique qui fait souvent parler de lui sous d'autres termes. Je parle des termes qui nous intéressent pas beaucoup en Afrique, à savoir des trafics. Pour l'instant, le Mexique a fait preuve de bonnes réalisations de par la Conférence mondiale des femmes de l'Union internationale parlementaire, en sigle UIP. La délégation ivoirienne, conduite par la présidente du Sénat, la vénérable Kandia Camara Kamisoko, a séjourné à Mexico. Reportage Gérard Richard Gozo, Janine Eta, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. La Conférence mondiale des femmes parlementaires de l'UIP est une nouvelle plateforme passionnante permettant aux femmes parlementaires de se réunir, d'échanger des idées, d'apprendre les unes et des autres et de définir des stratégies communes et innovantes pour faire progresser l'égalité des sexes ainsi que les droits et l'autonomisation des femmes. La délégation ivoirienne participe activement à la conférence des femmes parlementaires qui se déroule à Mexico, la capitale du Mexique, pour son deuxième jour. Elle est mise en avant pour animer un panel axé sur le leadership des femmes pour briser le plafond de verre. Il faut y aller avec audace et détermination. De nombreuses femmes leaders ont participé activement à ce panel et ont apporté leur contribution, leur engagement dans le domaine politique ainsi que leur lutte pour l'égalité de genre. Un panel présidé par Madame Kandia Kamisoko Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Je suis ravi que nous puissions entendre des femmes leaders distinguées qui nous offrent le privilège de partager leurs expériences. Je suis certaine que leurs voix inspireront et motiveront la prochaine génération de femmes souhaitant s'engager en politique. Pour la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Madame Kandia Kamisoko Camara, l'heure du changement pour les femmes a sonné. Les avancées législatives et institutionnelles ont permis des progrès en matière de parité, mais des efforts restent encore nécessaires. Les défis culturels et sociétaux freinent encore l'accès des femmes aux postes de décision. L'égalité n'est pas seulement un enjeu féminin, mais un impératif pour le développement de nos sociétés. Continuons ensemble à œuvrer pour un leadership inclusif et équitable. Les interventions, les expériences dans certains pays concernant l'égalité hommes-femmes reflètent les engagements des femmes à refermer un certain passé. Elles se battent pour avoir une forte présence en politique. On reste toujours au Mexique. La clôture de la Conférence mondiale des femmes parlementaires de l'UIP, l'Union internationale des parlementaires. Avec la complicité de Gérard Gozo, de Janine Eta, de Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé assure la réalisation. Depuis le 1er janvier 2025, les données relatives aux femmes en politique se présentaient comme suite: 18 chefs d'État sur 151, ce qui représente 11,9%, 16 chefs de gouvernement sur un total de 193, soit 8,3%, et 64 présidentes d'Assemblée législative sur 270, équivalent à 23,7%. Le pourcentage des femmes occupant des postes ministériels à travers le monde est de 22,9%. Ces quelques chiffres illustrent que la lutte pour l'égalité de genre est encore loin d'être gagnée. Durant 4 jours à Mexico, la capitale du Mexique, les femmes parlementaires du monde se sont réunies sous l'égide de l'Union interparlementaire et du Sénat mexicain. Un rassemblement qui symbolise la lutte pour parvenir à l'égalité entre les sexes. À partir de ce que nous avons vécu ici, les femmes trouveront des alliés, des hommes comme nous, à les aider, à les encourager à s'engager dans la politique. Nous repartons de Mexico, vraiment très enrichis. Des expériences ont été partagées,
des leçons ont été tirées et nous-mêmes, nous avons eu l'honneur de présider un panel qui portait sur le leadership féminin. Il y a eu des partages d'expériences, mais surtout, l'engagement a été pris par toutes les femmes parlementaires que dans une action de solidarité, nous allons nous donner la main et faire en sorte que la parité soit vécue partout. La délégation ivoirienne est repartie satisfaite de sa participation à la conférence mondiale des femmes parlementaires de l'UIP. La conférence mondiale des femmes parlementaires de l'UIP a dénoncé les nouvelles formes de violence basées sur le genre, sur le web et d'autres technologies récentes. De 1995 à 2025, 3 décennies de lutte pour l'égalité des sexes. Je vous disais tantôt que nous étions à Libreville, l'équipe de CNN à Libreville, où nous enregistrons ce programme. Constical Week News, et tout en vous disant que nous sommes bien au Radisson Blu, que vous voyez, ce très bel hôtel. Et nous sommes là pour le 10e anniversaire de l'Université internationale de Libreville. Université emblématique, et surtout l'inauguration de son 2e volet baptisé le Pôle 2. Pour l'instant, un clin d'œil à notre partenaire. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous allons faire vol d'oiseau, là, nous allons prendre un avion pour atterrir dans l'un des grands pays africains, la RDC, la République démocratique du Congo. Ce pays présidé par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, un grand pays, un pays riche, un pays où les populations émerveillent toute l'Afrique et réputé surtout par la rumba nationale, dont le leader n'est autre que Koffi Olomide. On va parler de ce pays, la RDC, en des termes peut-être moins élogieux parce que quelqu'un a été réfractaire d'une très grande réunion à Luanda qui aurait servi à mettre, comme on le dit habituellement au quartier, balle à terre, avec des éléments qui ne font pas plaisir à l'Afrique. Le M23 refuse de prendre part au pourparlers de paix à Luanda. Voilà qui ne fait pas plaisir à l'Afrique d'entendre ce type de refus, surtout pour ramener la paix en RDC. Reportage Richard Gozo, Jean Linetta, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Le groupe armé M23 qui devait participer à des pourparlers de paix mardi à Luanda a fait volte-face lundi soir en annonçant son refus d'y prendre part. Leur absence aux négociations compromet les chances de cette énième tentative de résoudre le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette décision de se retirer des négociations fait suite aux sanctions infligées par l'Union européenne à certains membres du M23, à des dirigeants rwandais comme le leader politique du M23 et le président de la commission des mines du Rwanda. Pour Kinshasa, ce refus démontre que le M23 ne prend pas les pourparlers au sérieux. Il s'attendait le moins que la médiation angolaise et que le gouvernement congolais puisse adhérer à la démarche et puisse se présenter. Ils n'ont pas de discours cohérents et politiques à mettre sur la table
pour réfléchir sur la paix. L'opposition, quant à elle, appelle les deux parties à prendre leurs responsabilités en agréant la médiation angolaise pour apaiser la population. D'après leur point de vue, les autorités congolaises n'ont pas suffisamment assuré la protection des civils dans ce conflit. Pour nous, Alternative 2028, Luanda sera le prélude d'un dialogue qui sera ouvert à tous les protagonistes. Gouvernement congolais, opposition, groupes armés, société civile, pour traiter cette question de manière tridimensionnelle. Parce que la guerre, excusez-moi, la crise, elle n'est pas que sécuritaire, mais elle est aussi sociale et politique. Selon M. Eugène Banyakou, professeur d'histoire politique à l'université de Kinshasa, la seule solution viable pourrait résider dans le pacte adopté lors de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le pacte dit, dans son article 5, il y a un protocole de non-agression et de défense mutuelle entre les États membres, les 11 États membres. Voilà ce que dit le pacte. Or, dans les cas d'espèce, si on se trouve devant un fait d'agression, donc on recourt au pacte. Et le pacte dit, dans ces cas-là, si un État ne se conforme pas, il y a un sommet extraordinaire qui est convoqué. Ces pourparlers devraient être les premiers entre Kinshasa et le M23 depuis la résurgence du groupe le M23 qui avait indiqué plus tôt lundi envoyer une délégation pour prendre part au dialogue direct. Pour la présidence de la République d'Angola, tout était en place pour que les discussions commencent comme prévu avec l'espoir de persuader le M23 de revenir à la table des négociations. On va quitter la RDC, nous allons traverser le fleuve Congo pour le Congo, présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République congolaise. On va traverser le fleuve où il y a plein de saumons. Vous savez, à l'occasion de la Cannes, on nous a tellement vanté les saumons qui foisonnent dans le fleuve Congo. Ben, on ira de ce côté pour parler un peu de nos frères congolais. Ce pays présidé, comme je l'ai dit tantôt, par son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais. Le chef de l'État congolais, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, a reçu des lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba, accrédité dans son pays, le Congo. Il s'agit de son Excellence Madame Indira Napoles Kouilo. Reportage Gérard Richard Gozo, Janine Eta, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Après un court séjour de travail à Oyo, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'est plié aux usages diplomatiques le lundi 17 mars 2025 au Palais du Peuple à Brazzaville. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cuba, accrédité au Congo, son Excellence Indira Napoles Kouilo, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso. La diplomate cubaine, son Excellence Indira Napoles Kouilo, est née le 4 novembre 1982 à La Havane. Elle est mariée, mère d'un enfant. Diplômée en droit, elle parle couramment le français, l'anglais et le portugais. En 2009, elle est professeure assistant à l'université de La Havane au Cuba. Puis en 2011, elle obtient son diplôme des services extérieurs de l'Institut supérieur des relations Raúl Roa Garcia. Puis en 2011 à 2024, elle embrasse une carrière diplomatique comme attachée diplomatique à la direction de l'Amérique latine et des Caraïbes du ministère des Affaires étrangères de Cuba. De 2014 à 2017, elle devient 3e secrétaire à l'ambassade de Cuba en République de l'Équateur. Entre 2017 et 2022, elle est ensuite premier secrétaire à la Direction générale de l'Amérique latine et des Caraïbes du ministère des Affaires étrangères de Cuba. Et puis, conseiller chargé des affaires consulaires à l'ambassade de Cuba au Brésil entre 2022 et 2024. Une amitié pérenne entre Cuba et le Congo a été cimentée par une histoire de collaboration et d'échange dans plusieurs secteurs stratégiques. Depuis les années 1960, Brazzaville a constamment reçu le soutien de la Havane, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'entraînement militaire.
Après le Congo présidé par son Excellence Sassou Nguesso. Marcel, essaye de nous montrer une très belle photo de M. Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, qui a pratiquement émerveillé la planète avec ses costumes croisés. Il a une particularité, il s'habille toujours en costume croisé. On va regarder différents costumes. Voilà, du président Sassou Nguesso, tout en vous rappelant que cette émission, le Constier Kaolik News, qui est tournée depuis le Radisson Blu de Libreville, est diffusée tous les jours. Vous avez l'occasion de regarder ce programme sur CNN, la chaîne mondiale qui parle de l'Afrique et de l'information vraie. Je vous retrouve juste après la réclame. Situé en plein cœur de Libreville et surtout à proximité à quelques enclavures de l'aéroport international de Libreville, le Radisson Blu, c'est pour ça qu'à l'extérieur d'ailleurs, il vous arrivera d'entendre quelques bruits d'avion, mais nous sommes à Libreville, nous sommes à l'extérieur au Radisson Blu. Et nous allons vous retrouver juste après la réclame. Malgré les bruits d'avion, on a aussi quelques oiseaux qui font aussi le leur, mais nous allons quitter le Congo, présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour la République du Bénin. Ce pays présidé par son Excellence, M. Patrice Talon, est un pays d'Afrique de l'Ouest. Son Excellence, M. Patrice Talon, chef de l'État béninois, a accordé une audience à M. Conrad Mbagidi, qui a été récemment élu. Reportage Gozo Ishar, assisté de Janine Eta, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a accordé une audience le lundi 17 mars 2025 au président du Conseil économique et social du Bénin, M. Conrad Baguidi, qui a été élu le 26 février 2025 par les nouveaux conseillers régionaux de la 7e mandature. Cette audience accordée à M. Conrad Baguidi est motivée par le désir de consultation fréquente entre les institutions de la République, a offert aux deux personnalités l'occasion d'échanger sur les défis actuels, des réformes à considérer pour revitaliser les activités du Conseil économique et social du Bénin dans le but d'accroître la résilience économique et sociale du Bénin. Au cours de cette audience, M. Conrad Baguidi a présenté laconiquement les initiatives prises par l'institution qu'il dirige depuis son élection en février dernier. C'était également une opportunité pour lui de recevoir les recommandations et directives du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Nous avons été reçus en audience par le président de la République, M. Patrice Talon, pour faire en sorte que le démarrage des travaux de l'institution, du Conseil économique et social que je préside, soit effectivement conforme à un certain nombre de principes qui sont prévus pour l'ensemble des institutions de la République, parce que la volonté du chef de l'État est de faire en sorte que chaque institution joue son rôle pour que notre démocratie puisse fonctionner. Voilà différents défis sur lesquels il ne faut plus attendre, il faut aller vite pour donner les premiers résultats le plus vite possible. Premier point est de m'assurer donc des modes d'échanges qu'on pourrait avoir dans le fonctionnement de l'institution. Les défis sont nombreux, en dehors du délai dans lequel il faut réagir vite et démontrer que l'institution a son rôle à jouer. Nous avons également des missions qui nous sont fortes. Nous sommes en bonne et due forme une institution non partisane qui va parler à toute la population, quelle qu'elle soit, et sur tout le territoire national. Il doit nous être loisible de pouvoir faire ce travail dans de bonnes conditions et remonter les informations. Nous avons un autre défi qui est celui également de pouvoir expliquer aux populations les différentes décisions, lois et programmes qui sont pris par les différentes institutions pour que les populations puissent mieux les connaître, mieux se les approprier et sans doute, on va dire, contribuer à leur manière à la construction de notre pays et de la nation. Donc ça, c'est un défi sur lequel on doit trouver les bonnes méthodes pour pouvoir fonctionner. Ces méthodes-là vont avec le troisième défi que je vais évoquer, qui est celui donc du type d'institutions que nous avons, qui est représentée au niveau des différents départements du pays. Comment nous faisons en sorte de prendre en compte cette richesse, cet instrument vraiment fort dont on est doté pour assurer notre mission et faire en sorte que l'ensemble des institutions bénéficient de ce démembrement et donc de la puissance de l'organisation que nous allons mettre en place. Voilà différents défis sur lesquels il ne faut plus attendre, il faut aller vite
pour donner les premiers résultats le plus vite possible. Pour sa part, le chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon, a réaffirmé son engagement à prendre en compte les propositions du Conseil économique et social du Bénin dans l'élaboration des politiques publiques. Il a insisté sur la nécessité d'un dialogue constant entre les différentes institutions pour anticiper sur les défis socio-économiques et proposer des solutions adaptées. Après le Bénin, retour en Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État. Il est très important parce qu'on nous regarde, on nous écoute de partout dans le monde et il faudrait bien vendre l'Afrique, montrer aux yeux du monde que l'Afrique est un continent où les pays font un peu des très très bonnes choses, pour ne pas dire où les pays se développent. L'exemple de la Côte d'Ivoire est patent. Le président de la République, qui parle peu et surtout qui pose des actes, vient encore de faire ce qu'il y a de beau, de très beau, et continue, parce qu'à chaque fois qu'il a l'occasion de s'exprimer, il dit toujours « je construirai encore des ponts et des infrastructures ». Quand on sait qu'un pays sans infrastructure, sans pont, sans un système routier, n'est pas du tout un pays prêt à accueillir le peuple extérieur. Et c'est grâce aux étrangers qui viennent investir dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'on peut avoir du travail pour les uns et les autres. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Encore des ponts, toujours des ponts, des routes et des immeubles pour le bonheur des Ivoiriens. Cher au président de la République Alassane Ouattara, cette fois, c'est le VPR, à savoir le vice-président de la République, qui a inauguré officiellement l'échangeur du carrefour Akwaba, porte d'entrée de la capitale ivoirienne. En venant bien sûr par les airs à bord d'Air Côte d'Ivoire, qui est un tout petit peu un des fleurons de l'administration Alassane Ouattara et qui permet aujourd'hui qu'on se retrouve pratiquement comme à Libreville et qu'on peut voyager entre différentes capitales africaines sans problème. Sinon, qu'aurions-nous fait pour se rendre dans différentes capitales? L'entrée par les airs, dès qu'on est à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, vous verrez ce que le président a permis à offert encore aux jeunes Ivoiriens, surtout à toute la population ivoirienne. Et une aisance pour tous ceux qui choisissent la destination Côte d'Ivoire. Reportage Ousmana Koulibaly, assisté d'Edith Lédy-Vonant, Janine Eta, Marcel Bassolé. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Meïlel Koné, a procédé le jeudi 19 mars 2025 à l'inauguration de l'échangeur du carrefour Akwaba, situé dans la commune de Port-Bouët, au sud-est de la ville d'Abidjan, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré Mambé, du président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, plusieurs présidents d'institutions ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Le maire de la commune de Port-Bouët, M. Sylvestre Emou, a exprimé sa joie quant à la construction de cet échangeur d'envergure dans sa municipalité, illustrant ainsi l'hospitalité ivoirienne. Excellence, Monsieur le Vice-président, je voudrais exprimer notre gratitude au gouvernement et vous prier de bien vouloir traduire à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, toute notre reconnaissance pour cet ouvrage et pour tous les projets structurants qu'il développe sur les terres de Port-Bouët. L'ensemble de l'ouvrage relie 4 axes stratégiques de la ville d'Abidjan, que sont la voie express de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le boulevard Félix Houphouët-Boigny, le boulevard Jean-Baptiste Moquet, route de Bassam, et le boulevard Hortense Aka Angui, menant à l'hôpital général de Port-Bouët. D'un coût total de 31,2 milliards de francs CFA, hors taxes et hors douane, financé en partie par la Banque mondiale, la construction de cet ouvrage a mobilisé 450 employés directs pour 38 mois de travaux. Madame Marie-Chantal Ouani-Liguira, directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo, elle a réitéré l'engagement de son institution financière à soutenir davantage la Côte d'Ivoire pour son rôle moteur dans la région ouest africaine. Cette réalisation pour nous est un exemple de collaboration exemplaire entre la Banque mondiale et l'État ivoirien. Et on espère que cela pourra redéfinir l'avenir des transports à Abidjan et transformer la mobilité urbaine dans notre capitale économique.
L'ouvrage inauguré aujourd'hui ne représente que la première étape du projet du carrefour Akwaba. La seconde phase du projet portera sur la réalisation d'une connexion directe du boulevard de Marseille au carrefour Akwaba afin de résoudre les problèmes d'engorgement au niveau du carrefour ancien Koumassi. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous offre ce troisième échangeur sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Et ce n'est pas tout. D'ici la fin du mois de juillet, il nous offrira un 4e ouvrage sur ce boulevard au niveau du grand carrefour de Koumassi, dont les travaux avancent bien à un rythme accéléré, mais qui constitue encore un point d'engorgement. Pour le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mele-Kone, la réduction considérable des durées de trajet et l'amélioration du flux routier contribuent à une meilleure productivité des travailleurs et à une efficacité générale accumulée des activités. Les investissements stratégiques consentis dans le secteur routier, notamment les autoroutes, les voies rapides et les échangeurs, participent effectivement et activement à l'amélioration des conditions économiques et sociales des populations. À ce titre, je tiens à saluer et encourager la mise en œuvre accélérée des autres projets d'infrastructures en cours ou en préparation, dont la concrétisation viendra renforcer davantage le développement inclusif impulsé par le président de la République. L'échangeur d'Akwaba reflète également la dynamique de modernité et de progrès soutenu par le président de la République. Cet étendeur s'inscrit dans la même tradition d'infrastructures emblématiques qui caractérise la Côte d'Ivoire qui progresse. Une Côte d'Ivoire qui gagne. Une Côte d'Ivoire qui attire. L'échangeur inauguré ce jour comprend 3 ouvrages distincts, un pont principal de 2 x 3 voies, long de 395 mètres, un pont secondaire de 2 x 2 voies, long de 352 mètres, permettant le franchissement de la première ligne du métro d'Abidjan en construction, et enfin un carrefour giratoire au sol de 3 voies, long de 712 mètres. La cérémonie a pris fin par le dévoilement de la stèle inaugurale, la coupure du ruban, le dévoilement de la statue Akwaba rénovée qui se dresse au milieu de l'ouvrage et une visite guidée. Après seulement quelques minutes d'attente, l'échangeur a été ouvert à la circulation et certains usagers ont exprimé leur joie devant la caméra de CNN Télévision. Tous ces équipements contribuent à la mobilité. Et la mobilité, c'est l'un des piliers structurels d'une ville. Dans une ville quelle qu'elle soit, les aspects mobilité sont extrêmement importants. Je vois le pont là, vraiment le pont est très bon. Ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé. Le temps de Ouattara, vraiment c'est bon temps. Le temps va loin même pour nous. Vraiment, je suis très content de ce pont et ces infrastructures que le président de la République, M. Alassane Ouattara, a offert à la commune de Port-Boué. Je suis très heureux pour l'inauguration du pont. Mes impressions sont des impressions de joie et de fierté, car nous avons tous participé à la réalisation de ce joyau architectural que vous voyez. C'est un honneur pour la Côte d'Ivoire, un honneur pour tous les enfants de ce pays. Vraiment, quand on voit nos devanciers, nos politiciens en train de réaliser des belles réalisations comme ça, ça nous va droit au cœur. On est arrivé à terme et le fait d'avoir les personnalités de haut rang de l'État qui viennent vraiment assurer l'inauguration, pour nous c'est une fierté. La première fois que moi je passe là-dessus, sinon moi j'habite le quartier et ça donne le nom de moi, ma commune qui est Port-Boué. Je suis fier, je suis fier, je suis fier. Et franchement, je suis content aujourd'hui pour notre nouvelle inauguration. Je trouve vraiment cette voie très pratique pour la population et pour les Ivoiriens aussi. Je suis fan d'Ado. Les gens les remercient, on est très content, on est fiers de notre Ado Solutions. Ça me fait plaisir de voir sur le nouveau pont. La voie, en tout cas, avec l'embouteillage, ça va facile. Ouais, je trouve le pont Akwaba vraiment formidable. Formidable. Et vraiment, c'est comme on appelle, c'est un soulagement pour la population. Je remercie le président Alassane Ouattara, son Excellence, pour ce qu'il fait pour le peuple ivoirien et que Dieu le bénisse. Tout en vous rappelant que toute l'équipe de CNN
à Libreville pour le 10e anniversaire de l'UIL, l'Université internationale de Libreville. Il faut le rappeler. Plus besoin d'envoyer des enfants au Canada, en France, aux États-Unis. On a tout dans cette université sur 80 hectares bâtis avec un pôle 1 et un pôle 2 qui a inauguré effectivement la nouvelle bâtisse le 21 et le 22 mars 2025. Mais avant, on avait décidé de présenter au moins au monde entier nos pays. Nous sommes fiers dans ce programme constitué Carl-Week News de présenter l'Afrique positivement à tous ceux qui, de l'étranger, regardent notre continent africain. Et grâce à Marcel Bassolé, avec la voix de Constant Ika, nous vous présentons les atouts et comment mieux connaître et comprendre le Burundi. La République du Burundi est un pays d'Afrique de l'Est sans accès à la mer, mais possédant un grand rivage sur le lac Tanganyika, situé dans la région des Grands Lacs et bordé à l'ouest par la République démocratique du Congo, en sigle RDC. Au nord par le Rwanda et à l'est et au sud par la Tanzanie. Pays enclavé de l'Afrique de l'Est, le Burundi est une économie à faible revenu où 80% de sa population travaille dans le secteur de l'agriculture. Avec 13,2 millions d'habitants depuis les indices 2023, donc 50,3% de femmes et 41,5% de jeunes âgés de moins de 15 ans. Il est l'un des pays à plus haute densité de population avec un ratio de densité de 442 habitants au kilomètre carré. Projection démographique 2020. Le Burundi a fait des progrès significatifs en termes de qualité et d'accès à l'éducation. Depuis l'introduction de la gratuité au niveau de l'enseignement primaire en 2005, le taux brut de scolarisation dans l'enseignement primaire a remonté, atteignant 118,4% au cours de l'année scolaire 2022-2023, sans variation significative entre les provinces, le sexe ou le niveau de revenu. Le président de la République a été élu en 2020 pour un mandat de 7 ans. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, depuis 2005, domine la scène politique avec une large majorité au Parlement, 87 places sur les 123, et au Sénat, 38 places sur 39. Les élections législatives sont prévues pour le mois de mai 2025 et suivront le nouveau découpage administratif du pays qui réduit le nombre de provinces de 18 à 5 avec 103 parlementaires. Un plan national de développement en sigle PND a été actualisé pour mettre en œuvre la nouvelle vision du Burundi, à savoir pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Le plan national de développement a pour objectif global de transformer structurellement l'économie burundaise pour une croissance forte, durable, résiliente et inclusive, créant des emplois décents pour tous et conduisant à l'amélioration du bien-être social. La mise en œuvre de cette vision permettra de promouvoir une croissance démographique compatible avec la gestion viable et durable des ressources disponibles, ainsi qu'un niveau de développement humain susceptible d'être valorisé sur les marchés du travail nationaux et internationaux. Parlons de son contexte socio-économique. La croissance économique a accéléré à 2,7% en 2023 contre 1,8% en 2022, soutenu par des précipitations favorables et une augmentation des investissements. Cependant, la croissance s'est ralentie à 2,2% en 2024 en raison des pénuries persistantes de carburant et de devises étrangères qui continuent de peser sur l'économie. Le secteur industriel, donc la croissance de 1,2% contre 2,7% en 2023 et les services 2,0% contre 2,6% en 2023 sont les plus touchés. Sur la période 2025-2026, la croissance devrait atteindre en moyenne 3,9%, soutenue par l'agriculture, l'exploitation minière et les dépenses publiques. L'inflation atteint en moyenne 27,1% en 2023 en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires et des carburants. Elle devrait diminuer à 22,1% en 2024 grâce à une amélioration des précipitations et aux restrictions sur les exportations des céréales qui contribuent à faire baisser les prix des aliments. Le déficit du compte courant atteint 16,6% du produit intérieur brut en sigle PIB en 2023 en raison des prix élevés du pétrole et des exportations stagnantes. Il devrait s'améliorer à 15,9% en 2024 avec des réductions supplémentaires à 13,6% d'ici 2025.
2026, à mesure que les exportations minières reprennent et que les réformes des échanges prennent effet. La consolidation budgétaire devrait se poursuivre avec un déficit qui malheureusement a été projeté du produit intérieur brut en sigle PIB en 2024 grâce à des réductions des dépenses non récurrentes et à une amélioration de la collecte des recettes. D'ici 2026, le déficit devrait tomber à 4,7%, soutenu par la numérisation des impôts et les réductions des dépenses non essentielles. La dette publique qui avait été projetée à 70,6% du produit intérieur brut en sigle PIB en 2024 devrait diminuer à 67,4% du produit intérieur brut en sigle PIB d'ici 2026. Notons que la capitale de la République burundaise est Gitega. Les langues officielles sont le français et l'anglais. Sa population est estimée à 13,69 millions d'habitants selon la Banque mondiale en 2023 et sa devise est le franc burundais. Le produit intérieur brut en sigle PIB de 2642 milliards US selon la Banque mondiale en 2023 et son président de la République n'est autre que son Excellence M. Évariste Ndayishimiye. Après cette carte postale sur le Burundi, nous allons aller en Afrique centrale, dans le pays présidé par son Excellence le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, à savoir la République tchadienne. Son Excellence, Monsieur le maréchal Idriss Déby Itno, a accordé une audience à Madame Marine Le Pen, à Amdjaras. Quand on sait qu'en France aussi, tout bouge, on a besoin souvent du soutien des chefs d'État africains. Mais est-ce qu'on le leur rend souvent bien? Reportage Gérard Richard Gozo, Janine Eta, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Suite à l'invitation du président tchadien, Madame Marine Le Pen, députée française et leader du Rassemblement national, a été reçue à Ndjaras par le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Marine Le Pen est de retour au Tchad 8 ans après sa dernière visite. Même si Marine Le Pen ne détient pas de mandat diplomatique officiel, son influence sur la scène politique française et ses prises de position sur l'Afrique font d'elle un interlocuteur de poids. L'audience accordée par le chef de l'État tchadien lui a donné l'opportunité de souligner que les liens entre le Tchad et la France sont essentiels en mettant l'accent sur les intérêts partagés et une amitié de longue date. Les échanges se sont ainsi concentrés sur la nécessité de retisser les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays marqués récemment par la rupture de l'accord de défense et le retrait des bases militaires françaises du pays. Fidèle à ses convictions, Marine Le Pen a réaffirmé son attachement à des relations avec le Tchad fondées sur la souveraineté et le respect mutuel. Je vois que la vision qui est portée pour le Tchad, pour sa sécurité, pour son développement, pour sa souveraineté. Il y a une continuité et je pense que le président et moi-même partageons cette vision de nations souveraines qui doivent se parler avec respect, dans une forme d'égalité et dans des discussions qui ont vocation à améliorer la situation de nos peuples respectifs. Je suis évidemment consciente qu'il y a eu, comme on dirait en France, un coup de froid dans ces relations, mais l'amitié entre le Tchad et la France est une amitié très ancienne. Au cours des discussions, le chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a tenu à préciser que la fin des accords militaires avec la France ne signifie pas une rupture totale de la coopération, réitérant son plaidoyer porté depuis longtemps pour des coopérations d'égal à égal dans les rapports qu'entretient son pays avec tous ses partenaires. La visite de Marine Le Pen au Tchad et son entretien à Ndjaras avec le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, réaffirment l'importance du Tchad pour la France au regard des enjeux géopolitiques régionaux et internationaux. La mémoire de l'être humain étant prompte à l'oubli, il est important pour nous, dans ce programme, de vous présenter la toute première dame de la République de Côte d'Ivoire. La première dame du président de l'indépendance, je dirais même le
du président fondateur de la République de Côte d'Ivoire, à savoir Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Regardez cette beauté, une beauté angélique. Cette dame fut l'épouse du feu président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, qui prônait la paix, l'entente entre tous les fils et filles de ce pays, la Côte d'Ivoire. Cette dame a reçu une visite inoubliable et une visite qui marque encore une fois l'expression des vertus d'un homme, son Excellence Alassane Ouattara, en compagnie de son épouse, Madame Dominique Ouattara. Une visite de courtoisie du couple présidentiel, Dominique Alassane Ouattara, au domicile de la toute première dame, comme je l'ai dit tantôt, de la République de Côte d'Ivoire, Madame Thérèse Houphouët-Boigny. C'est exactement le samedi 15 mars 2025. Cette visite qui a surpris plus d'une personne en Côte d'Ivoire marque encore une fois l'attachement aux valeurs essentielles, au respect du droit d'aînesse, au respect des choses qui se font bien du couple présidentiel Alassane et Dominique Ouattara. À cette occasion, l'équipe de rédaction de CNN a décidé de traîner comme ça dans les rues d'Abidjan sa caméra pour avoir les impressions des Ivoiriens. Qu'est-ce que les Ivoiriens pensent et ont pensé de cette visite de courtoisie du couple présidentiel au domicile de la veuve du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, son Excellence Alassane Ouattara, a rendu visite à Madame Thérèse Houphouët-Boigny, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Cela me donne un sentiment d'affection, un sentiment d'humanisme, parce que il faut reconnaître qu'elle a été la première dame de Côte d'Ivoire. Cela me fait plaisir que je vois aujourd'hui Monsieur le Président de la République aller lui rendre visite. C'est vraiment un acte d'humanisme, en tout cas. Vraiment, merci bien, Monsieur le Président de la République, pour votre geste mémorablement que je pourrais dire. Par rapport à la visite du président à notre ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Thérèse Houphouët-Boigny, c'est un honneur pour nous aujourd'hui de voir que le président Alassane Ouattara allait en visite, allait voir notre maman, notre mémé nationale, si on peut le dire. C'est pour dire que cette mémé n'est pas aux oubliettes. Elle est encore là, vraiment. C'est une joie pour nous les Ivoiriens d'entendre cela. Et de voir encore un président de la République, notre président, aller voir cette mémé. Vraiment, ça prouve qu'elle n'est pas aux oubliettes. Vraiment, je souhaiterais que la Côte d'Ivoire même puisse trouver une journée même pour célébrer cette mémé, pour vraiment la célébrer parce que, étant l'épouse du premier président de la Côte d'Ivoire, M. Félix Houphouët-Boigny, qui a bâti la Côte d'Ivoire. Donc vraiment aujourd'hui, si son épouse est encore vivante, la Côte d'Ivoire doit la célébrer. Et je remercie le président de la République de faire cette visite à notre première dame, à notre ex-première dame. Vraiment c'est une joie, c'est une paix pour nous. Vraiment nous les Ivoiriens, on est contents. Ça prouve que vraiment on respecte ceux qui ont vécu, ceux qui ont bâti notre nation, qui ont bâti la Côte d'Ivoire. Vraiment, on dit merci au président de la République. Et Madame Thérèse, ce que j'aimerais terminer au thème de mes propos, c'est une femme qui est en paix. C'est une femme de paix, comme son mari même l'a souhaité, l'a promis de bâtir la Côte d'Ivoire sur une atmosphère de paix. C'est une dame de paix, elle est en paix avec tous les acteurs politiques. Vraiment, c'est une dame que j'admire beaucoup, j'admire. Mes impressions sur la visite du président de la République à l'ex-première dame, Madame Thérèse Houphouët-Boigny, c'est merveilleux. Vous voyez, nous les Ivoiriens, nous savons faire nos querelles entre nous politiquement, mais on sait aussi s'arrêter quand il y a, comment on appelle, un besoin plus convivial. J'allais dire, quand le président de la République rend visite à l'ex-première dame, c'est la Côte d'Ivoire qui est honorée. C'est Houphouët-Boigny qui est honorée aussi. Parce que quand on dit Madame Thérèse Houphouët-Boigny, c'est la femme de Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara, fils de Houphouët-Boigny, a dit tous sont des Houphouëtistes.
Voilà, donc c'est normal qu'il aille voir Madame la Première Dame. Et puis d'ailleurs même c'est honorifique aussi. Hein, c'est tout à fait normal. Moi je pense que c'est des visites qu'il faut régulièrement avoir. C'est très important. Elle aussi, ça va lui permettre de savoir qu'elle n'est pas oubliée et qu'elle est encore là dans la mémoire de ces fils ivoiriens que nous sommes. Nous sommes très très heureux de cette visite. En tout cas, me concernant, je suis très très heureux de cette visite. Par rapport à la visite du président à la Première Dame, je pense bien que le président Alassane Ouattara est un fils de Madame Houphouët-Boigny et que cette dernière le connaît très bien. Très bien. Par rapport à la visite, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui s'est réunie. Il est important que ceux qui font le bonheur de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, puissent se retrouver, se rendre visite, se côtoyer pour présenter aux autres Ivoiriens qu'on peut se parler. On peut se parler et que Ouattara, dans sa gestion de la chose publique, essaie de parler à tout le monde, sans exception, y compris même la Première Dame. On sait que Mme Houphouët-Boigny a été une icône en Côte d'Ivoire. Donc je pense bien que moi je suis très heureux qu'il y ait cette visite et que je souhaite même que cette visite soit étendue aux autres Premières Dames. Concernant la visite du président, son excellent M. Alassane Dramane Ouattara à l'ex-première dame, Mme Thérèse Houphouët-Boigny, je pense que c'est une très bonne initiative. Ça prouve que les Ivoiriens dialoguent, ça prouve qu'il y a la cohésion sociale qui naît. Et je pense que le président devrait aussi faire ça très souvent pour pouvoir vraiment acquérir des conseils aux premières dames, aux gens qui ont construit aussi ce pays. C'est un dialogue et je pense que cela prouve que la paix et l'harmonie, la cohésion sociale est dans le cœur de tous les Ivoiriens. Concernant la visite de son Excellence M. Alassane Ouattara à l'ex-première dame, Thérèse Houphouët-Boigny, est une belle initiative pour la réconciliation nationale. Et comme le dit la devise de la Côte d'Ivoire, union, discipline, travail. Et je pense bien que cette union-là peut vraiment nous aider pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Surtout pendant cette période électorale, on doit vraiment se côtoyer, se parler pour faire vraiment avancer le pays, surtout pour la génération que nous sommes, parce que nous vivons vraiment une Côte d'Ivoire réconciliée avec beaucoup de paix et d'amour et d'unité surtout pour faire donc avancer donc le pays. Concernant la visite du président Ado, je pense que c'est bienvenu, hein, parce que je pense que c'est grâce à Oufoué que tout le monde a connu Ado, donc je pense que c'est une bonne occasion, c'est une reconnaissance et que cette visite se perpétue. Pas seulement aujourd'hui, mais à chaque fois, même pourquoi pas chaque mois, bien, chaque année, faire cette visite. Ok, je pense que c'est une bonne visite. Et que la Côte d'Ivoire retrouve sa cohésion, et qu'on s'entende pour qu'on évolue tous. Je trouve que c'est déjà une bonne chose, c'est déjà un bon pas. Parce que ça prouve déjà que cette mémé-là n'est pas aux oubliettes. Ça prouve qu'elle est encore là et que nous devons continuer à la célébrer. Parce qu'elle a été déjà une force pour notre ancien président, Feu Papa Houphouët-Boigny, qui a bâti cette nation-là. Et ça prouve aussi que les relations sont toujours là. Il y a toujours, comment dirais-je, il y a toujours cette harmonie, il y a toujours cette paix qui règne. Donc, pour cela, on doit vraiment le féliciter et nous lui disons merci aussi pour tout ce qu'il fait déjà pour la Côte d'Ivoire. Concernant la visite du président Alassane Ouattara à Madame Félix Houphouët-Boigny, je pense que c'est une très bonne chose dans la mesure où on voit là encore un sentiment de cohésion, on voit un sentiment d'attachement, voilà, pour ne pas dire que on n'est pas dit oublié. C'est vraiment une très bonne initiative dans la mesure où ça renouvelle encore les liens. Alors, je pense que c'est une très très bonne initiative. Notre président, M. Alassane Ouattara, lui dit infiniment merci pour tout ce qu'il fait pour notre pays et aussi lui apporter un soutien par rapport à la visite qu'il a faite à notre première dame. Notre première dame
Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Pourquoi je dis notre première dame? Elle n'est pas une ex, elle est toujours notre première dame parce que un président ne meurt jamais. Voilà. Donc nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que son mari a fait pour notre pays. Voilà. Donc je soutiens vraiment le président pour cet engagement et pour cette visite. C'est une grande dame et c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup pour notre pays. Donc nous ne pouvons pas la laisser dans le vide. Raison pour laquelle le président Alassane a préféré aller lui apporter notre soutien, lui montrer notre reconnaissance, lui montrer à quel point elle compte toujours pour notre pays. Mais je suis fier du président de la République parce que Mme Thérèse Houphouët-Boigny, étant la femme du président Houphouët, il allait voir sa maman. Il allait voir sa maman pour prendre conseil auprès d'elle. Et c'est tellement merveilleux pour la Côte d'Ivoire, pour la réconciliation pour la Côte d'Ivoire. Donc je suis content pour le président. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je suis content, je le félicite. La visite du président et de son épouse à l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, je pense que c'est une bonne chose, puisqu'elle a 95 ans maintenant. C'est vraiment la grâce de Dieu et nous savons tous ce qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire avec l'Institut Marie-Thérèse d'Agamé qui a beaucoup aidé les orphelins et tout ce qu'elle a eu à faire pour plusieurs personnes. Donc je pense qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu qu'elle a encore en vie, il faut vraiment la valoriser et voir le président de la République et son épouse aller se déplacer jusqu'à son domicile. Moi, personnellement, ça me fait chaud au cœur parce que c'est une dame qui a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Elle a été l'épouse du premier président de notre pays. Donc je pense que c'est important. Nous prions Dieu pour que vraiment elle soit toujours en bonne santé et qu'elle puisse encore donner des conseils aux générations futures. Voilà qui fait plaisir et qui montre la voie des valeurs aux jeunes Ivoiriens et par ricochet aux jeunes Africains, Respecter les anciens, respecter ceux qui ont vécu, ce qui à travers peut servir de source intellectuellement parlant, diplomatiquement et politiquement parlant, dans le cas d'espèce, à ceux qui prennent aujourd'hui les rênes de nos pays. C'est terminé pour ce programme Constieka All Week News, tout en vous rappelant le 10e anniversaire de l'UIL, l'Université internationale de Libreville. Nous allons faire une émission spéciale la semaine prochaine, une émission spéciale sur cet événement grandiose. Un événement qui aura vu la présence de nombreux intellectuels africains en Libreville. Un événement qui marque encore une fois la rupture entre l'espoir de voir nos enfants se former qu'en Occident, alors qu'ils peuvent choisir la destination d'un des plus petits pays en superficie, mais un très grand pays, un accueil chaleureux à Libreville, comme toute l'équipe de CNN a été accueillie. Et retenez que l'UIL, l'Université internationale de Libreville, est une université où on forme des jeunes à être tout de suite aptes au marché du travail. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission, tout en vous rappelant les rediffusions sur CNNTV.ci et aussi si vous avez envie de suivre l'information africaine, la vraie information africaine. Pas ce qui se dit ou se raconte dans les réseaux sociaux. Vous allez sur www.siweminfo.net et là-bas, vous avez toute l'information africaine vraie. Je suis Constieka. Au revoir.